Eh bien, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Je vous souhaite une très, très bienvenue, à tous les participants, à cette, 3e saison de la matinale des leaders éclairés. Donc merci à ceux qui sont fidèles. J'ai vu passer certains de vous qui se sont inscrits et je vous remercie parce qu'il y en a qui nous suivent depuis la saison 1 et 2. Je vous rappelle qu'effectivement l'esprit de la matinale, c'est, et pourquoi on a créé ces matinales, c'est qu'on met à l'honneur à chaque fois un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui, qui, réussit à instaurer des nouvelles formes de leadership au travers, des transformations de leur entreprise, et qui vont nous expliquer un peu, qu'est-ce qui les anime, comment ils y prennent, pour qu'on puisse partager ces expériences tous ensemble. Donc, voilà, donc je vous invite à voir les replays pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, les dernières éditions. Elles sont toutes très inspirantes, toutes très énergisantes. Donc, voilà, nous recevons aujourd'hui Sophie Sidos. Sophie, un grand bonjour. Bonjour Muriel, merci d'avoir pensé à moi. Oui, merci Sophie. Alors je vous remercie aussi et j'en profite pour remercier nos partenaires aussi, qui sont PWN Lyon et Femmes Ingénieurs, qui sont des partenaires ambassadeurs en fait, qui relaient nos matinales. Donc voilà, et je fais une petite annonce. Si vous êtes soit une entreprise, soit une association, et que vous portez nos valeurs et vous avez envie justement de diffuser ces bonnes expériences, ces retours d'expérience auprès d'autres dirigeants, eh bien, contactez-nous et puis on vous mettra dans les communications qu'on fait. On a vraiment, voilà, on est ravis. Les matinales sont ouvertes à toutes, elles sont gratuites. Donc, même pour être ambassadeur, c'est gratuit. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus pour pouvoir diffuser l'ensemble de ces témoignages de grands témoins de dirigeants d'entreprise. Alors, avant de donner la parole à Sophie et de vous présenter la thématique d'aujourd'hui, je voudrais simplement vous rappeler, comme je fais chaque fois, qui nous sommes et puis surtout, c'est quoi les actualités de la Fabrique des leaders éclairés. Donc voilà, donc en fait, moi je suis Muriel Montagnier, donc je dirige depuis 10 ans mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting. Depuis 10 ans, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les transformations individuelles et collectives des entreprises. Donc ça veut dire transformation culturelle, ça c'est vraiment un de nos points forts, transformation managériale et transformation de leadership plus récemment avec la Fabrique des leaders éclairés. Donc quand on accompagne ces transformations, on est vraiment dans l'humain en fait. On accompagne à la fois l'organisation, mais on accompagne surtout les humains. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre dans les nombreuses crises et les nombreux défis, plutôt que des crises qu'on est en train de vivre, eh bien, on a besoin de transformer. Et le leadership est cette pierre angulaire qui nous permet justement d'accompagner ces transformations et de le faire évoluer, de le faire réinventer, parce que les recettes d'hier ne sont pas celles qui nous servent aujourd'hui à faire face à ces nouveaux enjeux. Donc voilà, donc j'ai créé la Fabrique comme un écosystème vraiment ouvert. Dans cet écosystème, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, on apporte des solutions pour accompagner les entreprises et développer des nouvelles formes de leadership. Mais aussi, on a créé dans cet écosystème le Lab des éclaireurs, qui est un peu le cœur de notre réacteur, en tout cas le cœur de la Fabrique. On a voulu rassembler justement des chercheurs. On a une vingtaine de chercheurs aujourd'hui, des dirigeants, des millennials, pour qu'ils puissent travailler ensemble, donc désiloter des chercheurs qui viennent de tous horizons, des dirigeants de toute taille d'entreprise et qui veulent travailler sur des problématiques sociales, sociétales, notamment c'est quoi le rôle de l'entreprise, c'est quoi la responsabilité de l'entreprise et c'est quoi les attentes de nouvelles générations, comment on y répond, comment on répond comment on crée des nouveaux modèles économiques pour qu'ils puissent répondre au bien commun. C'est quoi les nouvelles technologies et c'est quoi le rapport, comment on garde la place de l'humain tout en évoluant sur les technologies. Donc vraiment tous des sujets qui nous concernent, qui sont des sujets sociaux et sociétaux en fait. Donc dans la RS, on a choisi, dans la RSE, on a choisi le volet social qui nous porte puisque c'est le volet humain. Et donc voilà, et donc j'invite chacun de vous, et il reste encore quelques places sur le Do Tank. Je crois qu'il nous reste 3 places, mais on a grandi le collège Millennials aussi, à venir nous rejoindre et participer à ces réflexions pour trouver des solutions. Hein. C'est un Do Tank, c'est pas un think tank, ça veut dire qu'on réfléchit, mais on est là pour apporter des solutions. Le principe, c'est qu'au mois de juillet prochain, on va proposer des solutions à des entreprises pilotes qui souhaiteront le mettre en œuvre pour pouvoir après, fort de ces expériences-là, les déployer à plus grande échelle. Voilà l'ambition qu'on s'est donnée au sein du Lab. Donc ça, c'était notre lancement du 20 septembre et je vous avais annoncé ça les dernières saisons. Ensuite, on a démarré le Club ETI, on a démarré le 2e cycle du Club ETI cette semaine avec une dizaine de dirigeants, format co-développement, 2h30, vraiment
entre midi et 2, où on s'apporte des choses, où on échange, on repart avec des solutions, on part avec des idées nouvelles, avec des angles de vue différents, donc assez disruptif comme format. Et en tout cas, ça permet, tous ceux qui, les dirigeants qui sont dans le club nous disent que c'est une vraie bulle d'oxygène qu'ils ont entre midi et 2. Donc le prochain club, si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes une PME, c'est le 18 novembre. Les grandes entreprises, ce sera le 30 novembre. Et les ETI, on redémarre un cycle le 6 janvier avec d'autres nouvelles entreprises prochains. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en savoir plus. Les parcours expérientiels de coaching de leadership nouvelle génération, donc ça démarreront le 29 janvier. Donc ça, c'est si vous avez comme problématique d'accompagner les transformations de vos entreprises et que vous voulez muscler votre CODIR, votre top management, eh bien, voilà comment on accompagne au travers de coaching expérientiel, nouvelle génération dans le sens où ce n'est pas du coaching traditionnel, où on va 5 fois plus vite et on va plus en profondeur et les changements sont plus durables. Et puis enfin, dans ce troisième saison des matinales, donc on démarre, et ça me tient à cœur par une femme, par Sophie Sidos, qui a accepté d'ouvrir le bal de cette saison. On enchaînera le 27 octobre donc, avec Jean-Michel Bérard, qui est le président fondateur d'Esquer, donc sur Lyon, mais une société internationale aussi. Et puis le 24 novembre, Claire Gomard, qui est un fonds d'investissement. Voilà, je voulais vraiment avoir des entreprises différentes. Jean-Michel nous expliquera, nous témoignera plutôt le 27 octobre de son itinéraire chahuté de fondateur d'entreprise. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On parlera de résilience. On parlera de comment on va trouver des ressources quand on a des crises. Et je pense que ça pourra nous aider dans les périodes troubles qu'on est en train de traverser. Donc voilà, et qu'on arrive à s'en sortir et comment on va puiser à la fois ses ressources et comment on puise les ressources aussi dans l'entreprise pour y arriver. Donc voilà les actualités de la fabrique. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons avec grand plaisir Sophie Sidos. Sophie, vous êtes présidente fondatrice de la Fondation Louise Vicat, pardon. Alors, je disais fondatrice, non, parce que vous êtes la 7e génération de la descendante de Louis Vicat, qui est l'inventeur du ciment artificiel en 1817. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment bluffée d'abord par une chose, Sophie, c'est que déjà, votre descendant, il était ouvert et altruiste. Donc, en fait, pourquoi altruiste ? Parce que j'ai lu qu'effectivement, quand il avait inventé le ciment, la manière de faire du ciment, eh bien, il avait voulu, comme il avait bénéficié d'aide, j'imagine, de la collectivité, il a voulu rendre ça à la collectivité et il a ouvert le brevet, si j'ai bien compris, à l'époque, pour se dire c'était pas tout à fait. Pas tout à fait, Muriel. Justement, il a donné son invention à la collectivité. C'est encore plus. En fait, il était très redevable de l'État français d'avoir pu avoir des études, d'avoir pu faire des études supérieures. Il a pu faire l'école polytechnique et toute sa vie, il va être redevable à l'État français de ce haut niveau d'études et il va vouloir rendre ce qu'on lui a appris. Et il va donner son invention. Donc, c'est un peu l'inventeur de l'open source. Hein. Et ça, c'est encore plus fort. Et ça, c'est dans l'ADN de notre groupe, dans mon ADN, c'est de donner quand on a reçu. Et souvent, en donnant, on reçoit beaucoup plus, je vais vous dire. Mais il faut savoir à quel moment il faut donner et comment donner les choses pour qu'elles soient bien partagées. Louis Vicat, quand il a découvert donc, comment est-ce qu'on fabriquait du ciment, il s'est dit, mais ça va révolutionner la planète. Et ça a révolutionné notre planète. On va construire des choses qui vont devenir pérennes, qui vont être pour toute la vie. Alors, vous allez me dire, peut-être ceux qui regardent l'émission, mais les Romains, ils avaient déjà inventé le ciment. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter ? Alors, on peut, quand on a une carrière avec une certaine forme chimique de pierre dedans, le ciment peut tenir, mais toutes les carrières ne sont pas pareilles. Ce qu'il a défini, Louis Vicat, c'est combien est-ce qu'il faut les mettre de calcaire, combien la proportion d'argile, à quelle température on chauffe cette matière. C'est tout un procédé qui n'est pas si simple que ça. Tout le monde pourrait fabriquer du ciment aujourd'hui. Et en fait, donc ce procédé, il l'a mis par écrit, il l'a donné à tout le monde. Donc, on a différentes sociétés
qui existent aujourd'hui dans le monde. J'ai un concurrent suisse qui, par exemple, c'est la société Holcim, et la famille, au départ, la famille Pavin de Lafarge avait écrit une très belle lettre du reste à Louis Vicat en lui disant merci beaucoup, grâce à votre invention, on s'est enrichi très rapidement. Voilà. Donc, c'est une invention qu'il a donnée à la collectivité. C'est vrai que si on donnait un peu plus de ces belles choses, voilà, donc je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on vient d'inventer, il y a quelques semaines chez nous, on a inventé un ciment carbone négatif. J'espère bien qu'on va le breveter et qu'on va le donner aussi à la collectivité. On va être obligé malheureusement de le breveter parce que si on ne le brevette pas, il va être pris par quelqu'un d'autre et on ne pourra plus le donner après. Donc, les choses ont un peu changé aujourd'hui dans les législations, mais Louis Vicat, c'était un inventeur, un chercheur qui a donné toute sa vie à la collectivité et aux autres. Et c'est son fils Joseph qui, en 1853, lui, va monter l'entreprise Vicat. Mais ce n'est pas Louis, voilà. D'accord, très bien. En fait, c'est ça, mais en fait, quel altruisme, en fait, c'est comme vous dites, c'est je prends pour donner, en fait, mais c'est vraiment, et ça, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est resté dans l'ADN, en fait. Donc, président de la fondation, vous nous expliquerez à quoi correspond cette fondation, et puis ça nous fait vraiment la transition, vous êtes présidence aussi du MEDEF Isère, vous avez cette double casquette-là, et en fait, à ce titre-là, vous nous expliquerez ces éléments-là. L'angle qu'on a choisi de regarder ensemble, Sophie, c'est justement l'angle RSE, responsabilité sociale et sociétale et environnementale. Donc, la première question que je voulais vous poser, alors j'ai oublié de dire à ceux qui nous écoutent et qui participent, et je vois plein de bonjours qui sont là, donc merci à tous, et bonjour à tous. Encore une fois, je vous invite à poser les questions à Sophie, et puis charge à elle, effectivement, vous le faites dans le chat, et charge à elle d'y répondre, de faire du catching, en fait, des questions, et on essaiera, c'est ça l'interaction, en fait, pour pas que ce sera tout sauf une conférence, mais c'est vraiment un partage qu'on veut faire avec vous aussi. C'est ça aussi, hein, Sophie accepte de donner de son temps et on vous donne et par son témoignage, c'est vraiment ça. Donc Sophie, c'est super, merci Sophie. Donc du coup, si on rentre dans le vif du sujet, j'ai une question, Sophie, ma première question, c'est quel nouveau paradigme la gouvernance et les dirigeants doivent-ils adopter pour créer les conditions favorables, en fait, pour justement, comment on fait pour avoir cet altruisme, comment on fait pour avoir une responsabilité sociale, sociétale, environnementale, en fait. Est-ce qu'il faut le porter dans son ADN? Et c'est quoi les conditions? C'est quoi le terreau qui est favorable, en fait, Sophie? Alors, c'est une belle question, hein. C'est la question que tout le monde se pose un peu aujourd'hui, hein. C'est quoi les conditions favorables? Et puis, on n'est pas aidé, hein. Alors, ça ne vous a pas échappé que le législateur, il a créé un nouveau cadre qui est l'entreprise à mission. C'est la raison d'être de l'entreprise, hein. Ce cadre, il est motivé par une recherche de sens collectif. Bon, alors ça c'est très bien. Mais ceci dit, quand on prend l'entreprise aujourd'hui, l'entreprise, elle a une raison sociale. Et souvent, on l'oublie un peu, cette raison sociale. Et je pense que si on la remettait au centre de son entreprise, on retrouverait ce service collectif dont on a tous besoin. Moi, dans mon entreprise, je n'ai pas choisi d'être une entreprise à mission, mais en revanche, de redonner le sens de la raison sociale, de le remettre au cœur de notre dispositif. Alors, les nouveaux paradigmes de la gouvernance, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des nouveaux paradigmes. Il faut juste continuer à gouverner. Alors, peut-être qu'on gouvernait mal à l'époque de nos grands-parents, mais je pense qu'il faut se reposer sans arrêt les mêmes questions et sans arrêt remettre l'humain au cœur de nos priorités. Alors, je sais que Muriel, vous parlez souvent de ça et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est les 3 P, hein. La planète. Alors, est-ce qu'on commence par les people, par les gens? Peut-être. La planète, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la planète, c'est plus important que le monde, les gens. Et les profits, alors ça choque souvent certains quand je parle de profit, mais sans profit, une entreprise ne peut pas vivre. Et je remets souvent sur le tapis, en particulier au MEDEF, où j'ai créé cette commission transition, écologie et économie. Si on n'a pas l'économie, si on n'a pas la rentabilité dans l'entreprise, on n'avance pas, hein. Donc, ces nouveaux paradigmes, c'est de donner autant d'importance à chacun de ces 3 piliers qui constituent notre raison sociale. Alors, je pense que pour y arriver, il faut seul, dans son petit coin, on va avoir du mal.
En revanche, en parlant, en discutant, en se concertant, en réfléchissant, en ayant une vision à long terme et pas à court terme, ça c'est très important. Alors ça fait partie de l'ADN de mon métier, puisque en fabriquant du ciment, quand vous fabriquez du ciment, vous avez besoin d'utiliser des granulats, d'avoir une carrière de calcaire. Votre carrière, vous avez besoin qu'elle ait des réserves. Évidemment, si vous avez 5 années de réserve, vous n'allez pas aller très loin, hein. Donc moi, quand j'ouvre une carrière, c'est un minimum de 100 ans de réserve. Sans quoi je n'ouvre pas de carrière. Donc, mon entreprise, elle a toujours une vision qui est à long terme, hein. 100 ans, c'est long terme. Si on n'a pas 100 ans, on ne s'aventure pas dans une aventure. Une cimenterie, ça coûte très cher. Donc, si on n'a pas cette vision-là, on ne s'avance pas. Et en fait, dans tout ce que nous allons faire chez Vicat, chez nous, on va avoir cette vision à long terme avec nos collaborateurs en embarquant tout le monde. Alors, du coup, je vais un peu répondre à la deuxième question qui est celle de la fondation. Pourquoi une fondation dans une entreprise? Pourquoi j'ai créé une fondation? Et pourquoi je l'ai créée il y a maintenant cette année? Ce qui s'est passé en 2017, nous avons fêté les 200 ans de l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Louis Vicat a inventé le ciment en 1817. Et mon histoire, elle repart toujours de Louis Vicat parce que c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a existé, c'est une vraie famille et moi, je suis une vraie personne. On peut me toucher, on peut me rencontrer, on peut me voir. Et ça, c'est important. On ne s'est pas inventé un ancêtre qui est sorti d'une boîte à chaussures ou qu'on a inventé. Non, Louis Vicat est une vraie personne qui a existé, qui est un modèle pour nous, un modèle à suivre et que je respecte. Et donc, Louis Vicat, en 1817, invente son ciment. Et 200 ans plus tard, je me suis posé la question, je me suis dit avec mon mari, Guy, regarde, ça fait 200 ans que cette invention, elle existe, mais il faut qu'on essaye de… Bon, on est aujourd'hui le seul cimentier français, puisqu'on n'a plus de concurrents français, malheureusement, en France. Et je me suis dit, là, il faut qu'on essaye de se donner un sens supplémentaire qu'on n'avait pas dans l'entreprise. Il faut qu'il soit plus impulsé par nos collaborateurs. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça va être une fondation pour leur montrer que tous ensemble, on va pouvoir mener des actions collectives et dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. D'où le but de la fondation. Parce que la fondation d'entreprise, c'est des actions que vous menez à l'extérieur de votre entreprise. Et je me suis dit que ça allait donner beaucoup plus de sens aux actions qu'on mène. Alors parfois, mes collaborateurs et collaboratrices, ils ont du mal à comprendre. Mais pourquoi vous faites des choses à l'extérieur et vous ne le faites pas dans l'entreprise? On fait beaucoup de choses dans l'entreprise, mais pour lui donner plus de sens, c'est aussi bien de le faire à l'extérieur de l'entreprise. Donc, en 2017, j'ai créé la fondation d'entreprise Louis Vicat qui résonne aujourd'hui avec nos collaborateurs et collaboratrices et dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Et alors, ça ne s'arrête jamais, hein, parce que comment est-ce qu'elle vit cette fondation? En fait, c'est les projets que m'apportent tous les jours mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, on ne peut pas tout faire parce qu'on est des humains, heureusement. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots chez nous. On fait certaines choses bien, d'autres choses, on ne les fait pas bien, on les fait mal. Quand on les fait mal, on tire les conclusions de ce qu'on a mal fait pour progresser et essayer de mieux les faire la fois d'après ou d'arrêter de les faire si on les fait trop mal. Et certaines actions, on les continue, on les améliore. Je vous donne un petit exemple. Le week-end dernier, c'était la journée nationale de la mucoviscidose. Nous avons la chance, et je pèse le mot chance, d'avoir chez Vicat un collaborateur qui est atteint de cette maladie, de la mucoviscidose, qui est mon ambassadeur sur cette cause, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui est venu me voir pour me parler de sa maladie il y a 3 ans. Et j'ai choisi que Nicolas Berger soit notre ambassadeur, de travailler avec lui sur cette cause, d'avancer avec lui sur cette cause. Et heureusement, parce que l'année dernière, un nouveau médicament est sorti, il a testé ce médicament qui lui a permis de retrouver 30% de son souffle. 30%, c'est énorme. Il peut maintenant mettre son fils sur ses épaules et il peut surtout, ça c'est un peu égoïste, mais il peut surtout travailler différemment chez nous dans l'entreprise, travailler plus. Et son rêve, c'était d'aller sur plusieurs sites de carrière, et chose qu'il va faire maintenant.
Et en fait, on se rend compte qu'en accompagnant ces causes de façon collective, on leur donne beaucoup plus d'impact. On est beaucoup plus forts tous ensemble qu'individuellement et ça peut vraiment transformer nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, à faire tous ensemble. Je vous incite tous, hein, tous ceux qui regardent ce call, ce chat ce matin, à vous soucier dans votre entreprise de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui vont mal. Je vous assure qu'ils iront beaucoup mieux si tous ensemble on les aide. Voilà Muriel, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment dire. Je ne sais pas si vous le savez, mais je me suis aussi engagée sur les jeunes éloignés de l'emploi sur le territoire de l'Isère. C'est une cause sur laquelle je suis très attachée. Avec les services RH de mon groupe, nous travaillons tous sur cette cause-là pour essayer de les embaucher chez nous ou dans les entreprises iséroises. On a des chiffres, du reste, on arrive à faire diminuer le chômage de ces jeunes sur notre territoire. On se rend compte que comment est-ce qu'on y est arrivé en partageant avec d'autres entreprises du territoire, en partageant avec le MEDEF, parce que le MEDEF, c'est une force, c'est un réseau qui est très important, qui nous aide à avancer, qui nous permet de nous informer, de défendre nos causes, d'échanger. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir Geoffroy Roux de Bézieux, notre président national, m'a demandé de siéger avec lui au COMEX national. Donc, j'ai la chance d'être avec des grands PDG du CAC 40 parce que le MEDEF, ce n'est pas que le CAC 40. Hein. En Isère, c'est surtout des petites entreprises. On a aussi quelques grosses entreprises, mais c'est surtout des petites entreprises qui aujourd'hui souffrent, aujourd'hui sont dans la difficulté, aujourd'hui ont des problèmes, ne peuvent pas payer leurs factures électriques, ne peuvent plus avancer comme ça. Et aujourd'hui, moi, je tape le poing sur la table pour les aider et pour que tous ensemble, on trouve une solution. Mais il va falloir la trouver rapidement parce que les conséquences, autrement, vont être catastrophiques pour nos entreprises. Je ne veux pas être défaitiste et alarmer aussi ceux qui nous regardent parce qu'on est très souvent, on en parlait tout à l'heure Muriel, on est alarmé par la planète en nous disant oh là là c'est foutu, c'est catastrophique, on fait n'importe quoi, on ne va pas y arriver. Je ne suis pas du tout défaitiste. Moi je suis persuadée qu'on va y arriver. On va y arriver pas seul, on va y arriver tous ensemble. On va y arriver par le progrès technique, on va y arriver par les hommes. C'est nous les hommes qui êtes la solution de nos problèmes. C'est nous qui avons engrangé ce réchauffement climatique par la production de CO2, par le génie humain et la technique, mais c'est nous qui allons aussi trouver la solution pour décarboner notre environnement. Alors, je peux peut-être continuer et vous dire qu'est-ce que dans mon entreprise on veut faire pour s'améliorer parce qu'on est un gros consommateur d'énergie et on fait du CO2 quand on fait du ciment. Alors, souvent, on ne sait pas bien, mais quand on chauffe cette matière, quand on chauffe le calcaire, dans le calcaire, naturellement, il y a du CO2. Donc, en le chauffant, ce CO2 va s'échapper. Donc, va s'échapper. Et puis, en chauffant, on dégage aussi du CO2. Donc, on fait quand même beaucoup de dégâts sur la planète. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça ou le diminuer? Donc, on fait plusieurs actions. La première action, c'est qu'on a décidé dans le groupe Vicat de diminuer notre consommation et d'arrêter notre consommation de combustibles fossiles. Donc, de plus consommer de pétrole, de plus consommer de gaz, de plus… Et alors là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, on consomme des CSR, on récupère des canapés, par exemple, des canapés broyés, on récupère certains déchets, par exemple des pneus broyés, des huiles usagées qui vont remplacer nos combustibles. Et ça, c'est tout à fait possible. On a certaines usines qui sont, par exemple, à 100% de combustibles secondaires, 100% de ces combustibles-là, par exemple en Suisse et en France, à Montalieu, certains jours, on arrive à être à 100%. Notre but, c'est d'être à 100% sur toutes nos usines dans le monde entier, évidemment. Et tous les jours, nos ingénieurs essayent donc d'arriver à faire ça. Et il n'y a pas que ça, hein. On fait plein de choses, on se remet en question tous les jours pour voir comment on va pouvoir émettre moins de CO2. Alors, on a bien sûr des filtres sur nos cheminées, on recherche tout ce qu'on peut imaginer et on a aussi découvert, trouvé qu'avec, entre autres, un très beau partenariat avec EDF, avec Innovi, on va pouvoir fabriquer de l'hydrogène vert en cassant une molécule, je vais être
rapide et simple, une molécule d'eau avec la chaleur de nos fours qui est à 1500 degrés. On va fabriquer de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va le mélanger avec notre CO2 qui sort de nos cheminées et on va fabriquer du méthanol. Aujourd'hui, en France, le méthanol, on l'achète. Il vient de l'étranger. Ou alors, quand on le fabrique, ce n'est pas du méthanol vert. Nous, on va fabriquer du méthanol vert dans notre cimenterie de Montalieu. Alors, pour y arriver, il faut bien sûr beaucoup d'argent. Seul, on ne va pas pouvoir y arriver. Il va falloir être aidé par l'État. Mais si on y arrive, eh bien, écoutez, on va passer de pollueur à sauveur de la planète. Donc, il faut croire au progrès humain, il faut croire à la technologie, il faut croire en l'homme. Et je suis persuadée qu'on va y arriver tous ensemble. Alors, ça, c'est un de nos projets. On a lancé aussi depuis quelques années des produits décarbonés chez Vicat, où on met moins de clinker, où on remplace le clinker par d'autres produits, par de la pozzolane ou par d'autres choses. Donc, on lance toute une gamme de produits décarbonés. Mais vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'on a lancé une grosse étude clientèle pour savoir combien de clients chez nous, combien de personnes sont intéressées par ces produits décarbonés. Muriel, est-ce que vous avez une idée d'un chiffre? Combien de pourcentage de personnes sont intéressées pour aller sur du décarboné? Ah, vous avez coupé votre micro. J'espérerais 100%. 100%. Eh bien, écoutez, Muriel, figurez-vous, 6% des personnes sont intéressées par le décarboné. 6%. Alors qu'on est en train de vouer toute notre énergie, tous nos crédits sur ces solutions-là. Et on se rend compte qu'on n'a que 6% qui sont intéressés. Donc là, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il faut vraiment que la conscience collective, elle soit raisonnable et qu'elle prenne conscience qu'il existe des produits décarbonés et qu'il faut s'en saisir et il faut les acheter. Alors, combien de personnes achètent ces produits-là? Aujourd'hui, il y a 2%, on arrive presque à 3%. Mais il faudrait 100%. 100%. Alors, à chaque fois, on nous dit, mais non, c'est un petit peu plus cher. Ah ben oui, c'est plus cher parce qu'il faut en effet des techniques qui coûtent plus cher pour les fabriquer. Quand on s'équipe de panneaux solaires, quand on s'équipe, eh ben on paye plus cher. Quand on s'équipe, là, on est en train de s'équiper de détecteurs de présence pour que les lumières, elles s'allument au fur et à mesure qu'on marche dans nos couloirs pour pas qu'elles soient allumées toute la journée. Le soir, évidemment, elles sont éteintes, mais la journée, voilà, mais ça coûte plus cher au début. Donc, on ne va pas pouvoir seul y arriver. Il va falloir que tout le monde comprenne et tout le monde ne comprend pas. Les gens ne veulent pas jouer l'effort collectif. C'est un sujet sur lequel je me bats énormément, l'effort collectif. Quand j'entends notre Première ministre nous dire « il faut que les entreprises fassent de la sobriété », mais moi, je leur réponds et diminuent 10% leur facture d'énergie. Mais pourquoi 10%? Pourquoi pas 20%? Pourquoi pas 30%? Pourquoi 10%? Je tombe des nues. Pourquoi? Et la sobriété, quand je réponds ça aux différentes personnes qui m'entourent, la sobriété, mais c'est la rentabilité. C'est le capitalisme, mais c'est génial. Moi, la sobriété, depuis toujours, depuis que je suis née, on me parle de sobriété. Si on peut gagner de l'argent, mais bien sûr qu'on va le faire. On serait idiot de ne pas le faire. On se tirerait une balle dans le pied que de ne pas faire de la sobriété. Alors, simplement, pourquoi 10%? Et ça veut dire qu'on a été mauvais élèves, qu'on a mal géré nos entreprises. Et là, moi, j'ai répondu à notre Première ministre, non. On va faire notre maximum, on va faire tout ce qu'on peut pour aider l'État, mais seul, d'abord, on n'y arrivera pas. Il faut que ça soit tout le monde qui le fasse. Et puis, cette façon de le faire comme ça, c'est très défavorisant pour les petites entreprises. Les grosses, elles ont les moyens de se transformer peut-être plus rapidement, mais les petits, comment ils font pour acheter demain tous des panneaux solaires? Comment ils font pour acheter des générateurs tout de suite? Enfin, il faut les aider et on ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Alors, on va tous faire de notre mieux, mais je pense que le premier principe auquel il faut s'appliquer, c'est de se dire on gère son entreprise comme on gère sa famille. Quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Moi, je répète souvent à mes enfants, on n'habite pas Versailles, les enfants. Là, on éteint le lustre. On éteint, on laisse pas allumer le chauffage quand on part de chez soi le matin. On l'éteint, on baisse sa température. On ne va pas chauffer l'extérieur de sa maison. On n'ouvre pas les fenêtres. Voilà, il faut faire attention. C'est ces bons gestes du quotidien qu'il faut savoir communiquer et il faut, je pense, gérer son entreprise comme on gère sa famille. Alors,
Nous, dans mon groupe, on est implanté dans 12 pays différents dans le monde et j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, mes collaboratrices que j'ai 12 enfants. Je vais les voir très régulièrement. Quand j'en vois pas un, du reste, ça me rend malade de pas le voir. Avec la Covid, j'ai été privée d'aller dans certains pays. Je les voyais qu'en visio et c'était très pénible pour moi de les voir en visio. D'abord parce qu'on les voit pas tous, on n'en voit que certains. Et on voit beaucoup moins les femmes aussi en visio. On voit surtout les hommes. Et ça, c'était compliqué. J'ai dans mes usines beaucoup moins de femmes que d'hommes. J'essaye de les attirer au quotidien, mais l'usine n'attire pas forcément les femmes. Et dans ces visios, ne pas les voir, ça m'a beaucoup perturbée. Et donc là, je peux reprendre mes voyages et retourner les voir. Et je peux vous dire que ça me fait très, très plaisir hein, de les voir, de voir comment elles se portent, comment elles ont vécu cette crise du Covid. Parce que cette crise, on la vit pas derrière ces écrans d'ordinateur. On a besoin de se revoir, on a besoin de se serrer la main, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de retrouver ces relations humaines, de les repartager. Alors, vous allez me dire, le télétravail, est-ce que vous allez mettre tout le monde en télétravail? Le télétravail, on l'a découvert avec la crise de la Covid. Ça a été une belle découverte parce que ça nous a apporté des choses positives. On a réorganisé certains bureaux chez nous en mettant des espèces de coworking où on réserve son bureau la journée. Mais le télétravail tous les jours, moi, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas du tout. En revanche, pouvoir avoir une journée de télétravail ou deux, je trouve que c'est assez génial. Ça nous permet de travailler parfois beaucoup plus efficacement parce qu'on n'a pas le temps de trajet pour aller au bureau, mais on est chez soi. Ça nous permet aussi peut-être de concilier plus sa vie de famille quand on voit rarement, ce qui est mon cas, par exemple, mes enfants, de leur dire tel jour, je serai en télétravail à la maison. Donc, si vous voulez venir déjeuner avec moi, on pourra se voir ensemble. Parce que moi, je suis amenée à travailler tous les jours, le samedi, le dimanche. Donc, de temps en temps, c'est vrai que je ne les vois pas souvent et que quelquefois, je prends une journée de télétravail à la maison. Ça me permet de les voir un peu plus. Ça me permet de prendre des rendez-vous parfois d'électricité ou des choses à faire sur les maisons. Voilà. Mais il ne faudrait pas non plus que ce télétravail, je pense aux femmes, que ça les pousse à revenir derrière leur fourneau. Ce n'est pas notre but. Hein. On n'est pas là pour retourner chez nous dans nos maisons et faire les tâches ménagères. Hein. Ce n'est pas un retour à l'Antiquité, le télétravail. Hein. Et il ne faut surtout pas que ce soit. La femme, elle a besoin de retrouver toute sa place dans la société et ce n'est pas elle qui doit pâtir du télétravail et être mise en télétravail. Hein. En tous les cas, ce n'est pas le cas dans mon entreprise. Je peux vous dire que la place des hommes et des femmes, elle est exactement la même. Ce qui compte, c'est les compétences et uniquement les compétences. Voilà. Voilà, j'ai été un peu bavarde, peut-être Muriel. Écoutez, on vous écoute et puis il y a il y a à la fois des questions et des commentaires. Merci à toutes et à tous pour ça. Moi, j'avais une autre question avant que vous preniez les questions et vous pouvez les prendre au fur et à mesure comme vous le souhaitez, Sophie. Alors, on en a parlé effectivement planète, hein, avec les transformations que vous mettez en œuvre pour justement répondre aux enjeux de la planète, donc très important. Et on voit que vous avez de l'avance et on voit que vous avez même plus d'avance que la conscience collective en fait. Donc le message que je retiens, c'est Sophie, c'est effectivement, si les entreprises font un effort, en tout cas font ça, on leur demande de le faire et elles le font, il faut aussi que nous, collégialement, on puisse avoir une plus forte prise de conscience. Et il y a toujours cette histoire entre les arbitrages de pouvoir d'achat, ça coûte un peu plus cher, mais combien on est prêt, nous, effectivement, collectivement, à engager, à payer un tout petit peu plus quand c'est possible, pour pouvoir accompagner les entreprises aussi là-dedans. Parce que sinon, les gens, ça va dissuader les entreprises d'y aller, comme vous dites, les petites qui n'ont pas les moyens, voilà, quand il y a des choix à faire, il faut que derrière le consommateur puisse être là. Donc ça, c'est une chose qui est importante, effectivement, dans la prise de conscience collective. On n'est pas encore à 100%. Je vois dans le chat des questions très intéressantes. Je peux peut-être répondre déjà une ou deux. Je vois. Pensez-vous à réaliste d'arriver à un bilan carbone neutre pour un grand cimentier? Je la trouve géniale cette question. Bien sûr que j'aimerais y arriver. Bien sûr que j'espère qu'on va y arriver. Mais pour y arriver, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit seul. Seul, on ne pourra pas y arriver, ça c'est sûr. Emmanuel Macron nous a fait des promesses et nous a promis de nous aider dans l'hydrogène.
aujourd'hui, force de constater, est-ce que vous voyez beaucoup de stations hydrogènes sur le territoire? Moi, en Isère, il n'y en a pas. Donc, si on y arrive, si en effet l'État va au bout de ce qu'elle nous a promis, si elle nous aide à mettre de l'hydrogène et si elle nous aide, nous, cimentiers, parce que normalement, on doit être le premier cimentier à se lancer sur ce projet Innovi, si l'État nous aide là-dessus, évidemment que ça va nous aider à baisser notre bilan carbone. Hein. Si les personnes ne consomment plus que du carbone négatif chez nous, bah évidemment qu'on arrivera à ce bilan neutre. Hein. Mais il faut en effet qu'on passe de ces 2% de consommateurs aujourd'hui à 100%. 100%. Seul, on ne pourra pas y arriver. Si les personnes continuent, je vais vous donner un exemple. Là, vous n'allez pas en revenir. On entend en ce moment parler d'un cimentier qui veut s'implanter sur le port de Vienne en installant de l'import-export de ciment qui viendrait de Turquie, de Chine, de je ne sais pas quel pays. Donc ça, pour moi, c'est vraiment de la fuite carbone totale. Et il est en train de dire à nos marchands de matériaux, à nos maçons, à nos clients, je vais vous vendre un ciment qui va être carbone négatif, enfin qui va être carbone zéro. Alors, je vous dis, mais comment ça, carbone zéro? Vous allez bien faire du carbone dans les pays où vous produisez votre… Ah oui, oui, mais comme on ne le produit pas en France, du coup, il n'y a plus de carbone. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Il faut prendre le carbone dans le pays où on le produit, plus le fait de l'amener jusqu'à chez nous avec le moyen avec lequel il est amené. Et là, quel est son bilan aujourd'hui? Mais nous, des concurrences comme ça, des fuites carbone comme ça pour nous, mais c'est catastrophique. Et ça il faut vraiment que l'État s'empare de ce sujet-là. Et il faut que les gens arrêtent de consommer des produits qui ne sont pas fabriqués sur le territoire. La politique de mon groupe, c'est on ne fait pas d'import et on ne fait pas d'export. On fabrique localement avec un produit local, avec des collaborateurs qui sont sur le territoire et collaborer sur le territoire. Voilà. Donc, ce défi, on pourra le réaliser si tous ensemble on s'y met. Ça, oui, évidemment. Oui, j'en suis persuadée. Alors, après, Sophie, je reprends une question de Jean-Michel qui est super. La politique RSE de votre entreprise est-elle un levier d'engagement et de fidélisation pour vos collaborateurs? Là, on est vraiment dans le volet people, en fait. C'était celui-ci, après avoir le volet planète. Donc, et puis, c'est une vraie préoccupation parce qu'on regarde la démission, effectivement, des gens qu'on parle de quiet quitting ou de silent quitting, on est dans le cœur du sujet. Alors, moi, je vais vous étonner. Alors, toutes les entreprises, et je le vois avec le MEDEF, hein, elles cherchent tout à recruter, elles ne peuvent pas recruter, elles ne trouvent pas les candidats. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire que chez Vicat, on a tout ce qu'il faut, mais du fait qu'on innove, du fait qu'on dise la vérité aux personnes, le fait qu'on fasse des petites choses et qu'on les fasse réellement, qu'on ne fasse pas de bullshit, qu'on ne fasse pas de fausses informations, le fait qu'on dise la vérité, eh bien, écoutez, ça nous fait avancer. Et on a énormément de candidatures spontanées chez Vicat qui arrivent. Alors, attendez, je voyais Stéphanie Pernod-Baudon, vice-présidente dans le chat. Oui, Stéphanie, la première vice-présidente de la région, c'est vraiment une femme, je peux vous dire, extraordinaire, qui nous aide sur le territoire à avancer et qui a souci de ces entreprises du territoire pour qu'elles restent sur le territoire. Et je la remercie, je vois dans le chat, je la remercie particulièrement parce qu'elle et Laurent Wauquiez, c'est eux, du reste, qui nous ont fait quitter notre siège parisien pour revenir en Orisère parce qu'on s'est rendu compte qu'on était loin de notre base, qu'on consommait plus de carbone en faisant des allers-retours et on s'est réimplanté sur le territoire. Et j'invite du reste toutes ces entreprises parisiennes qui sont sur des territoires à se rassembler de leurs unités de production pour revenir sur les territoires. J'invite aussi nos ministres qui sont tous à Paris à délocaliser leurs sièges et à venir dans nos territoires, dans nos départements où là, il se passe des vraies choses, où là, on est acteur de notre société d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas à Paris qu'on agit, c'est sur les territoires qu'on agit. Alors, je n'ai pas répondu à votre question de RSE. Évidemment que la RSE aujourd'hui, c'est quelque chose, et moi au niveau de Vicat, je suis présidente du comité de la RSE parce que c'est évidemment des sujets prioritaires dans mon entreprise et sans ces sujets-là, on ne pourrait pas avancer. La première question que me pose un jeune qui va arriver, ou moins jeune, parce qu'on embauche aussi des moins jeunes chez nous, on a embauché par exemple un conseiller du président il y a 3 ans
qui est un jeune de 63 ans, qui est arrivé chez moi et avec lequel je travaille énormément, qui est Khaled Bachir. La première question qu'ils me posent tous quand ils arrivent, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour les collaborateurs dans votre entreprise? Quel sens je vais donner à ma vie en arrivant chez Vika? Et là, je leur pose toujours, enfin, je leur réponds, évidemment, mais quel est le sens que vous voulez donner à votre vie? Voilà, moi, le sens de la vie, est-ce que c'est ce sens-là que vous voulez porter? Et ils me disent oui. Ce qu'ils veulent, c'est laisser aux générations futures, laisser à leurs enfants un monde plus propre. Et c'est ce que nous faisons tous les jours chez Vika, en améliorant notre production avec des produits décarbonés, en donnant plus de sens à nos collaborateurs, en s'occupant d'eux au quotidien. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Là, qui est pas encore, du reste, c'est pas encore, c'est un peu un scoop. Alors, s'il y a des collaborateurs de chez moi qui m'écoutent, ils vont le savoir avant qu'on le sache en interne. Mais comme on a décidé de baisser fortement la température de nos bureaux, peut-être en dessous de 19 quand on pourra, mais de faire un maximum, chacun va prendre la responsabilité de faire ce qu'il peut faire dans l'entreprise pour essayer de consommer le moins possible de chauffage. Eh bien, pour pas qu'ils attrapent froid, on a décidé à chacun de leur offrir des petites doudounes pour qu'ils aient ça. Alors, pour pas qu'ils se… Et ça, c'est bien. On pense d'abord aux collaborateurs avant de se dire, attendez, on va couper le chauffage et puis tant pis s'ils ont froid. Non, non. Alors, il faut d'abord être sûr qu'ils soient bien au chaud chacun individuellement pour pouvoir faire des actions. Donc, ils vont recevoir cette petite doudoune en exclusivité là, ces jours-ci. Et ça, c'est bien de penser à l'humain en priorité avant d'appliquer des lois qu'on nous fait redescendre et qui parfois sont inapplicables. Hein. Certaines lois, je ne sais pas par qui elles sont pensées et votées, mais franchement, quand on voit des lois sur le fait de tout construire en bois, c'est gentil, hein, c'est très bien, mais d'abord, on n'a pas assez de bois sur la planète. Ensuite, si c'est pour qu'ils viennent de l'autre bout du monde, de la Russie, comme le peuplier, c'est inadmissible. Alors qu'on a un produit d'avenir, du territoire. Donc, il faut faire attention là. Les lois sur les zones de faible émission, les ZFE, donc les métropoles de plus de 150 000 habitants, on va supprimer les critères 2 à partir de 2025 en Isère. Je peux vous dire que c'est inapplicable et c'est irréalisable. On nous fait croire quelque chose qui ne pourra pas se faire, puisque aujourd'hui, nos poids lourds sont des Euro 6D qui consomment du reste 90% de moins de produits toxiques, enfin qui émettent plutôt 90% moins de produits toxiques qu'ils n'en émettaient autrefois, parce qu'ils se sont énormément améliorés. Mais les camions de demain, c'est des Euro 6D, hein, il n'y a pas autre chose, on n'a pas inventé autre chose, on n'a pas les camions hydrogène aujourd'hui. Alors, si on les a, le prix, on ne peut pas les payer parce qu'un camion classique, ça coûte 100 000 euros. Un camion électrique, c'est 400 000 euros. Et un camion hydrogène, c'est 1 million d'euros. Alors, je ne sais pas qui peut se payer ça. Un petit artisan, je ne pense pas qu'il puisse se payer un camion de ce prix-là. Une entreprise raisonnable. De toute façon, on n'a pas de station hydrogène. Donc voilà. Et puis, un camion électrique, en montagne, ça ne monte pas. Hein. Donc, nous faire croire qu'on va être ouvert en mettant des résolutions, si on n'a pas la solution technique en face, c'est franchement, il faut arrêter de nous faire croire ça. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est pas possible. Alors, je ouais. reprends une chose. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce que vous me dites, parce que c'est plein de bon sens, mais on l'oublie. C'est que j'ai l'impression que le gros danger pour une entreprise, ce serait de faire de la RSE, ce que moi j'appelle en mode bleu, c'est-à-dire en mode normatif. C'est-à-dire juste le faire parce qu'on veut cocher des cases. Vous savez, oui. Oui. Il y a deux possibilités. Moi, je vois dans mes entreprises, il y a deux types. Il y a ceux qui le font pour cocher les cases en étant, c'est bon, je suis aux normes AFNOR, c'est bon, j'ai la norme ISO et tout va bien. Sauf que, bon, voilà, j'ai juste coché les cases. La deuxième, c'est je le fais parce qu'il y a une opportunité, je vais répondre à des appels d'offres, donc je le fais dans une raison qui est très opportunité. Là, vous avez dit une chose qui est très importante et je pense que c'est ça aussi une des clés, c'est que si vous le faites avec le cœur, de manière authentique, et que ce que vous dites, vous le faites et vous tenez la promesse, je pense que ça se sent et ça fait la différence en fait. Moi, je le vois quand on parle d'engagement de collaborateurs, c'est ça qui fait la différence. Un collaborateur, il le sent quand c'est vrai dans son entreprise. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, quand on écoute les collaborateurs, quand on accompagne les entreprises, ils nous disent mais on n'est pas bête. On sent quand c'est authentique et on sent quand c'est dévoyé pour autre chose.
Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que vous me disiez, en fait, quand vous donnez Ouais. cette recette-là. Je voudrais vous la mettre en exergue parce que pour moi, c'est aussi une clé très importante, ça, pour qu'on arrête de faire ou Du remplir des greenwashing. cases ou Ouais. du greenwashing. Voilà, Ouais. comment on fait pour pas Alors, faire du je vais vous donner greenwashing? un exemple que j'ai tous les jours. J'ai par exemple des usines au Brésil et en Inde. Et dans ces pays-là, par exemple, les normes européennes ne s'appliquent pas et il n'y a pas de normes sur l'environnement aussi fortes que celles qu'on peut avoir en France. Donc, qu'est-ce que font mes concurrents? Ils ferment leurs usines. Voilà. Et ils vont laisser la place à des margoulins qui vont faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait nous? On garde nos usines, mais on va essayer de mettre les mêmes normes européennes là-bas. Exemple, au Kazakhstan, par exemple, pays du reste dans lequel je suis consul honoraire de ce pays-là, qui est un pays absolument magnifique, eh bien, on est en train de ramasser des pneus pour essayer de brûler des pneus. On est en train de prendre des huiles usagées. On est en train de faire un truc que ne font absolument pas nos concurrents parce qu'ils ne se soucient pas de la planète. Et c'est là où c'est important. C'est dans ces sociétés multinationales, plutôt que de se désinvestir pour faire croire qu'elles vont réduire leur bilan carbone, et ce qui ne va pas être le cas, il faut au contraire qu'elles restent dans ces pays-là et puis qu'elles fassent la même chose que ce qu'elles font en Europe. Et ça, je le rencontre tous les jours. Et c'est pas, j'aimerais pas être à leur place parce que c'est pas bien de faire ce qu'elles font. Hein. Alors, c'est pas donner un exemple, c'est vraiment du greenwashing. Hein. Pendant que j'y suis, je vais vous parler juste une seconde de ce petit pins que je vous ai mis aujourd'hui et que j'ai. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les objectifs du développement durable, ce qu'on appelle les ODD, qui sont beaucoup poussés au niveau du MEDEF avec le pledge que l'on fait signer à tous nos adhérents pour s'engager sur notre planète. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on croit à ce développement durable? Parce que d'abord, ça va nous aider. Alors, j'ai toujours sur mon bureau, là, j'ai la petite carte là, des ODD qu'on voit un peu partout et souvent. Alors, il ne faut pas que ça soit qu'une petite carte qui reste sur le bureau, mais il faut vraiment qu'on applique chacune de ces ODD pour construire tous ensemble un monde meilleur. Et je peux vous dire que je mets moi en face de ces cases-là ce qu'on réalise dans l'entreprise au quotidien. Et que ça nous fait prendre conscience chaque jour qu'on peut évoluer, qu'on peut changer et qu'on peut avancer. On parle beaucoup de ces ODD au niveau du MEDEF, en particulier du MEDEF Isère, où on a des patrons qui s'investissent dans cette commission de transition écologique et qui font avancer ces entreprises du territoire qui ne savent pas toujours très bien comment réduire leur bilan carbone, comment réduire la faim dans le monde, comment réduire la pauvreté, comment réduire l'énergie, comment réduire… Donc, c'est ces 17 ODD qui sont présentes. Et ça, c'est quelque chose de très important à communiquer et à faire ensemble et surtout pas tomber dans le greenwashing, d'afficher un objectif si on ne le fait pas. Ça serait catastrophique. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, Muriel. Beaucoup d'entreprises font du greenwashing. Du reste, celles-ci, elles seront sanctionnées par la loi puisqu'on sanctionne ceux qui font n'importe quoi. Et j'espère bien que ça va être le cas. Je vais regarder. Je pense qu'elles seront aussi sanctionnées par les collaborateurs, en fait, dans un J'espère, premier temps. oui. Parce que je crois que les gens qu'on engage, ils savent, comme vous dites, ils vous posent la question et ils voient si vous êtes authentique ou pas authentique, et ça se sait. Je pense que la première sanction, c'est ça, c'est quand les gens démissionnent ou quittent ou n'intègrent pas les entreprises parce qu'ils se disent elles ne sont pas à la hauteur, elles ne nous ont pas annoncé, elles n'ont pas tenu la promesse qu'elles nous avaient donnée, en fait. Ça, je pense que c'est pour une entreprise, c'est quand même le plus grand risque, avant le risque légal, c'est de ne plus avoir de collaborateurs qui veulent rentrer dans l'entreprise, en fait. Et c'est parce qu'on n'aura plus de… Il n'y a plus de richesse humaine, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a plus le cœur du réacteur, en fait, dans l'entreprise. Je crois que c'est ça, ça peut être ça. Hein. En tout cas, moi, le point de vigilance, il est dans celui-ci aussi. Il est aussi légal, mais il est aussi d'être rattrapé par le fait que, voilà, par le fait que les entreprises ne peuvent plus attirer de monde du tout, en fait. Alors, je vois une petite question de Nathalie Perrin, et elle a totalement raison sur les collectivités dogmatiques qui sont complètement déconnectées des contraintes du terrain. Et ça, nous, on s'en rend compte entre Lyon et Grenoble tous les jours. Et là, c'est une vraie problématique parce que ces collectivités ne construisent plus, n'avancent plus, ne progressent plus. Et là, c'est difficile, hein, très, très difficile de travailler avec elles. Quand on leur propose des produits décarbonés, elles ne les prennent pas. Donc, si tous ensemble, on n'avance pas, mais comment on va y arriver, quoi?
Alors, par exemple, le vélo, c'est super le vélo. Nous, on a des vélos sur notre site, là, l'île d'Abo. Les collaborateurs peuvent prendre des vélos entre midi et deux, des vélos électriques s'ils veulent aller se promener. Mais quand on est en zone rurale, comme nous, là, à l'île d'Abo, à 30 km de Lyon, on ne va pas venir en vélo le matin, ça serait criminel. Hein. On n'a pas d'abord de pistes cyclables en vélo. Quand on vient des petites campagnes, des montagnes là, isolées et qu'on redescend, mais si on n'a pas une voiture, on ne peut pas se déplacer. Si on n'a pas de transport en commun nos usines, elles fonctionnent jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de transport pour rentrer chez soi? On est encore obligé d'utiliser sa voiture. Hein. Donc, c'est vrai qu'elles sont souvent déconnectées du terrain. Elles sont loin de nos préoccupations et ça, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que c'est très, très compliqué d'avancer tous ensemble quand on n'est pas tous dans la même problématique. Hein. C'est le fameux terreau favorable dont on parlait tout au début. C'est quoi le terreau? C'était ma question. Quel est le terreau favorable? Sophie, si vous aviez vous m'avez dit, moi je l'entends, on ne peut pas le faire tout seul. Pour pouvoir confronter et résoudre les problématiques actuelles, on a besoin d'être tous ensemble. Ça, effectivement, je l'entends et c'est un message fort. On a besoin que la démarche elle soit authentique, qu'elle soit basée sur du moyen long terme, en fait, parce que si on réfléchit qu'à court terme, on n'arrivera pas non plus à traiter ces problématiques-là. Je crois que c'est le deuxième facteur clé de réussite. J'essaye de prendre les facteurs clés de réussite. Est-ce qu'il y en a d'autres, Sophie? Comment aider les entreprises? Vous l'avez fait avec une fondation, mais une entreprise qui n'aurait pas de fondation, comment elle fait pour agir, pour être acteur à l'intérieur de son entreprise et avoir un impact à l'extérieur aussi? Ce serait quoi les conseils que vous leur donnez, certainement au sein du MEDEF? Déjà, moi, je prêcherais pour ma paroisse, à savoir que c'est important d'être aidé par le collectif, c'est important d'être aidé par le MEDEF. On est un mouvement associatif et c'est important d'ensemble trouver des solutions ensemble pour les entreprises. J'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez Axel Kahn, hein, l'ancien président, c'est un homme extraordinaire et j'aime bien dans ce qu'il dit, il dit être libre, c'est avoir le droit de changer d'avis. Ça, c'est important pour un chef d'entreprise de changer parfois sa politique. On a un monde qui a changé. Hein. Le monde d'après la Covid, c'est plus le même d'avant la Covid. Hein. Donc, il a fallu parfois changer des choses et il ne faut pas condamner les entreprises qui changent leur façon de faire, leur politique. Je vois sur la métropole de Grenoble, à un moment donné, Christophe Ferrari avait dit il faut faire que du gaz et s'engager que dans le gaz. Le prix du gaz n'était pas au prix qu'on a aujourd'hui, qui est inacceptable. Il faut qu'il sache revenir sur ses engagements. Oui, il s'est trompé. Il n'y a pas que le gaz, il y a d'autres choses. Il y a aussi l'électrique, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi d'autres solutions. C'est important aujourd'hui de s'engager sur des mixtes énergétiques, des mixtes de construction, des mixtes. Il ne faut pas se freiner une porte. Il faut ouvrir la porte à tous. On peut construire en béton, on peut construire en bois, on peut construire en briques, on peut construire. Voilà, il faut différentes solutions. Il ne faut surtout pas se réfreindre à une seule solution. Ça, c'est très, très important. Alors, l'engagement collectif, il est important. C'est important d'avoir l'avis des autres. C'est important d'avoir l'avis de ses collaborateurs dans son entreprise et de ne pas les mettre à l'écart de ces décisions parce qu'ils sont au cœur de notre dispositif. Hein. C'est quand même eux que l'on va croiser tous les jours, avec lesquels on va avancer et donc de faire les choses ensemble. C'est important de trouver les talents chez nos hommes, dans nos entreprises. On a tous des talents. Tous les hommes ont des talents. Maintenant, il faut savoir les trouver. Ça, ce n'est pas toujours évident. Alors moi, j'organise chez Vika un petit déjeuner des talents assez régulièrement où je rencontre les jeunes qui sont rentrés chez moi et j'essaie de mieux les connaître, de mieux connaître leurs talents. Pour mieux. On peut aussi évoluer dans une entreprise, changer de poste, changer de fonction, tourner, se rendre compte qu'on n'est pas forcément bien sur ce poste-là, mais aller sur d'autres postes, passer sur des postes de commerciaux, des postes techniques, des postes de recherche. C'est important d'évoluer. Je ne crois pas forcément dans les diplômes. Chez Vika, on a des diplômes maison. Donc, on a souvent des personnes qui arrivent sans aucun diplôme ou alors qui arrivent avec des diplômes et qui font complètement quelque chose de complètement différent et qui se révèlent être excellents. Il ne faut pas avoir d'a priori sur les gens. Il faut savoir casser toutes ces barrières qu'on a sur l'humain et prendre l'humain tel qu'il est et trouver les talents parce que au fond des gens. Et ça c'est génial. Ça, c'est vraiment… et se dire, quand on arrive au bureau le matin, il faut déjà être bienveillant. Déjà d'entrée de jeu. Et se dire qu'on va rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, dès qu'on arrive, on aura forcément, d'abord, tous nos collaborateurs sont extraordinaires, sans quoi ils ne seraient pas chez nous. Ça, c'est la première chose.
On ne doit jamais se critiquer parce que la critique, ça sert à rien. Il faut avancer ensemble sur la même route. La route, elle va être longue. Donc, il faut prendre le temps de se connaître, discuter, partager. Ça, c'est très important. Moi, quand je croise quelqu'un dans les couloirs chez moi, et on est quand même assez nombreux sur notre siège, puisqu'on est à peu près 500, quelqu'un que je ne connais pas, il y en a pas mal que je ne connais pas parce qu'il y a des nouveaux qui rentrent tous les jours, ben, je m'arrête. Je lui dis, mais bonjour, je ne vous connais pas, vous travaillez où, vous faites quoi bah, tiens, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble aujourd'hui? Ah bah oui, bah tiens, on peut déjeuner ensemble. Et on crée comme ça des opportunités qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir. Eux, ils sont contents de se dire, bah, tiens, je déjeune avec la présidente, le président, chouette. Et moi, je suis super contente. Je découvre des gens extraordinaires et je me dis, oh, bah, quelle chance j'ai de l'avoir chez moi. Ouais, c'est génial. Il y a 3 semaines, je faisais on avait les journées du patrimoine et on a dû monter à Paris pour exposer nos petits produits régionaux, dont notre Pron, qui est la Rolls des Rolls du ciment, qui est un ciment naturel à prise rapide. Il manquait une personne dans l'équipe, donc on a fait un appel et on a une jeune c'est une jeune alternante qui est venue sur ce stand-là que j'ai découverte, qui est vraiment une jeune fille passionnante, extraordinaire. Et je me suis dit, quelle chance j'ai de l'avoir rencontrée sur ce stand-là. Je ne l'aurais pas rencontrée autrement. Donc, il faut dans son entreprise, quelle que soit votre fonction, il faut vous impliquer auprès de vos collaborateurs. Il ne faut surtout pas que le président il reste entouré que de ses directeurs, sans quoi il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Hein. Il faut déjà aller sur le terrain, il faut rencontrer les gens, il faut discuter avec eux, prendre le temps de discuter avec eux. Ça, c'est très important. Et puis, il ne faut pas se prendre la grosse tête. Moi, je déteste ça, les personnes qui se sentent au-dessus des autres. Ça, ce n'est pas ma façon d'être. On est tous sur le même piédestal, on avance tous en même temps et c'est important de prendre le temps de se rencontrer, de discuter ensemble. C'est une vraie recette, Sophie, ce que vous dites, parce que je le rencontre assez rarement dans les entreprises. Et je sais que vous êtes une grosse entreprise, je crois qu'il y a plus de 9000 salariés, mais cette proximité, en fait, c'est-à-dire le fait que vous coupez, vous resserrez les liens, il y a une proximité, il n'y a pas la hiérarchie grand Dieu, et puis dessous, avec ses apôtres, il y a vraiment, vous redonnez cette proximité. Alors, je vois le walking management, Pascal nous dit ça, c'est comment dans mon entreprise, je vais au contact des gens et je me rapproche et je garde cette proximité-là, en fait. Même si, effectivement, vous le disiez, le télétravail, on va travailler différemment. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à avoir cette proximité. Ces petits déjeuners, ça fait depuis longtemps, c'est marrant, le petit déjeuner des talents. Qui est-ce qui peut participer? C'est ouvert à tout le monde? Enfin, comment vous le créez régulièrement? C'est venu à quelle initiative, en fait? C'est venu dans le sens où je me suis dit, on a une salle à manger qu'on appelle chez nous la salle à manger présidentielle, où on reçoit uniquement les très gros clients, les grands PDG. Et je me suis dit, non, mais les futurs grands, ils sont chez moi. Ils vont monter petit à petit et ils vont prendre la place de ces grands-là. Donc, autant qu'ils connaissent rapidement la salle à manger. Donc, dès qu'on a des nouveaux qui rentrent, on essaye de s'arranger. Alors, on ne peut pas tous les recevoir parce que je n'aurai pas assez de petits déjeuners toute l'année pour les recevoir. Mais c'est un peu un tirage au sort. Et au fur et à mesure, ils passent dans ces petits déjeuners. Alors, certains ont un peu la trouille quelquefois. Hein, ils se disent, oh là là, je vais déjeuner avec la grande présidente, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça se passe toujours très, très bien et c'est des bons moments de convivialité. Et ces moments-là sont trop rares et on a besoin de les avoir, on a besoin de les partager, on a besoin aujourd'hui, l'homme a besoin de se rencontrer, de discuter ensemble, de ne pas être seul. Et puis moi, je vais vous dire, je vais reprendre encore une phrase d'Axel Kahn, moi j'ai besoin de l'autre. Lui, il a besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de l'autre pour avancer sur ma route. Seul, j'y arriverai pas et c'est l'autre qui m'apporte des choses et qui me conforte dans ce que je pense. J'ai besoin d'être confortée par les gens qui travaillent chez moi, qui me disent « Merci, merci madame, merci de ce que vous faites. On avance ensemble, on est sur la bonne voie. Vous nous impulsez des idées nouvelles, des idées fortes, des idées compliquées parfois, parce que parfois, je leur fais faire des choses compliquées. Même au
MEDEF, quand j'ai créé cette commission transition écologie, on m'a dit « Ah non, Sophie, pas une énième commission. On a déjà la commission RSE. » Mais je leur ai dit « Mais le RSE, évidemment. Mais là, on a une priorité, c'est la transition écologique. Il faut y arriver. C'est la priorité des priorités. La RSE va en découler, mais il faut la créer. » Et donc, j'ai impulsé ce changement. Et c'est le rôle du leader, c'est le rôle du chef, c'est d'imposer des choses qui parfois ne sont pas évidentes. Mais finalement, ah bah oui, vous aviez raison, en fait, c'est bien. Ah bah oui, c'est vrai, on avance tous ensemble. Il faut les éclairer de temps en temps. Hein. C'est pour ça que j'aime bien votre La fabrique des leaders éclairés. Notre fabrique des leaders éclairés. C'est vrai qu'il faut parfois les éclairer sur des idées qu'ils n'auraient pas eues ou des idées qu'ils nous donnent. Et nous-mêmes, par notre force et notre fonction, on va leur donner cette voie à avancer tous ensemble. Hein. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez dans la fabrique, parce que vous faites allusion à ça, Sophie. On est, Oui. le leader, il est éclairé et éclairant. Il est Oui. éclairé par ses collaborateurs, c'est ce que Oui. vous venez de dire, et il est aussi éclairant aussi parce que de temps en temps, enfin, il doit impulser, donner des directions, être un phare, mais c'est quelque chose qui est à double. C'est pas que d'un seul côté, parce que ça c'était l'ancien monde, mais c'est accepter d'être éclairé par ses collaborateurs, et puis par ses clients, par son écosystème, et accepter aussi de temps en temps, enfin, et aussi en échange, être éclairant quand on sent que c'est important de l'être en fait. Alors, j'ai une petite. Dans le chat, on me demande est-ce que votre vision qui fait rêver est-elle partagée à 100% au sein du MEDEF? Alors, je vais vous faire rire parce que non seulement je suis présidente du MEDEF Isère, mais Geoffroy Roux de Bézieux m'a demandé d'être au COMEX national. Et j'ai autour de moi, autour de la table, j'ai des grands patrons du CAC 40. La dernière fois, j'avais Éric Trappier à côté de moi, je me sentais toute petite. Mais je ne suis pas petite, ma voix, elle compte autant que celle des autres. Donc, oui, elle est partagée à 100%. Oui, cette vision-là, que nous devons éclairer nos collaborateurs et qu'on doit prendre nos ressources d'eux et qu'ils sont la base de ce qu'on veut amener, oui, elle est partagée. Et c'est le but du MEDEF, c'est de partager tous ensemble pour aller tous ensemble vers un monde meilleur. Ça, oui, oui. Vous savez, j'étais pas très MEDEF il y a quelques années. Et quand j'habitais à Paris, quand mon siège était encore parisien, je n'allais pas au MEDEF. Mon entreprise était membre du MEDEF, mais je n'y allais pas. Quand j'ai déménagé notre siège et qu'on est venu en Nord-Isère, là, je me suis dit, mais comment je fais pour connaître autour de moi les entreprises? Comment je fais pour connaître les problèmes qu'ont les autres entreprises, qu'ont leurs collaborateurs et collaboratrices sur le territoire? Eh bien, en fait, la seule solution, c'est le MEDEF. Je me suis rendu compte que je rentrais dans un mouvement, une association de patrons qui souhaitaient partager des problématiques sur le territoire. Et que ces problématiques, elles peuvent avancer, elles peuvent changer la donne. Et vraiment, tous ensemble, plus on va être nombreux à adhérer dans ces associations-là, plus on va faire avancer et bouger les choses. Et je peux vous dire qu'au niveau du MEDEF parisien, qui est indépendant des MEDEF départementaux, mais qui fait redescendre ces informations et ces réunions, ça avance. Hein. Cette année, pour vous faire rigoler, on a ce qui s'appelle la rentrée scolaire du MEDEF, qui est la REF, à l'hippodrome de Longchamp. On a même dû refuser certains ministres qui voulaient venir, tellement il y en a qui se sont inscrits et on partage avec eux, mais on ne se laisse pas marcher sur les pieds et on tape le poing sur la table et on peut les rencontrer rapidement, faire avancer les choses. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je tape le poing sur la table sur l'énergie aujourd'hui. Je veux être écoutée, je serai écoutée et on va avoir des réponses rapidement parce qu'on ne va pas continuer comme ça et on va avancer. Voilà. Sophie, une dernière question, mais c'est moi qui Oui. vais vous la poser parce que le temps est imparti. Et donc, c'est passionnant. Il y a plein de questions qui arrivent aussi. C'est passionnant. Mais la dernière question, c'est la suivante. C'est celle que je vous ai posée tout à l'heure, en fait, parce que on nous pose sur comment attirer les femmes, etc., etc. Je vous ai posé la question, Sophie. Pourquoi, alors que vous êtes la descendante directement du fondateur, pourquoi ce n'est pas vous qui êtes au sein présidente de l'entreprise, vous êtes présidente de la fondation et l'entreprise, je crois que c'est ça. Et puis, et la génération d'après, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, est-ce que l'ADN va perdurer et ça sera quoi la génération d'après? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, mais ils vivent plus tout à fait comme nous. Hein. Ils pensent pas comme nous, ils mangent pas comme nous, ils vivent pas comme nous. Ils sont beaucoup plus impactés par l'écologie et c'est vrai que c'est plus aux priorités de leur vie aujourd'hui.
Alors, j'aurais pu reprendre l'entreprise, mais je vais vous dire, j'ai la chance d'avoir un mari qui est ingénieur. Son rêve, c'était de commander un sous-marin nucléaire. Il a réalisé son rêve. Et une fois qu'il a réalisé son rêve, après, je lui ai dit, bah, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux, quel sens tu veux donner à ta vie? Est-ce que tu te rends compte que nous, on a la chance d'avoir une entreprise familiale qui a besoin de continuer et d'être pérenne? Elle a besoin d'avoir un président qui soit un ingénieur parce qu'on a des métiers très techniques. Moi, je ne suis pas ingénieure, j'ai une formation de comptable, je sais calculer, je sais compter, mais la technique, c'est pas mon plus fort. Et je lui ai dit, enfin, c'est mon papa plutôt, qui lui a dit, Guy, est-ce que vous voulez venir nous rejoindre? Est-ce que vous voulez reprendre le lead de notre entreprise? Alors, même si moi, je suis vice-présidente de la société de la holding familiale, j'ai bien sûr ma part dans toutes les décisions qui sont faites dans le groupe et j'ai la chance avec mon mari de partager toutes ces décisions parce qu'il se rend bien compte qu'on est beaucoup plus fort quand il y a un homme et une femme. Et donc, il me demande de l'aider au quotidien dans l'entreprise sur certaines décisions humaines de gens chez nous. Maintenant, quand c'est des histoires d'usine, de marche d'usine, c'est lui qui est beaucoup plus professionnel pour ça. Donc, c'est lui qui est président de mon entreprise. Voilà. Et ça marche très bien. Alors, la génération d'après, c'est une belle question, c'est une vraie question. C'est important de savoir transmettre, de bien transmettre, de le faire correctement. Nous avons la chance d'avoir 5 enfants chez nous. C'est pas évident de les intéresser à nos métiers. Est-ce qu'ils ont envie de rentrer chez nous? J'espère. Pour l'instant, ils sont pas encore chez nous. Ils sont chacun dans des postes dans différentes sociétés où ils se forment. Ils ont la capacité de reprendre, évidemment. J'ai la chance d'avoir dans mon conseil d'administration une de mes filles qui a été du reste la plus jeune administratrice d'une société cotée au SBF 120, Éléonore, qui petit à petit commence à apprendre le métier lentement, mais sûrement. J'espère qu'elle va me rejoindre rapidement, qu'elle va reprendre le lead de mon entreprise. Chez nous, quand on rentre chez Vika, on rentre toujours par la petite porte. Quand Guy est rentré chez nous, il a commencé par être ouvrier dans une usine aux États-Unis, par commencer à apprendre le métier petitement avant de monter petit à petit, de prendre une usine, puis deux, puis trois, puis de monter petit à petit. Et ça, c'est très important chez Vika, cette culture de connaître la base avant de monter. Je ne pense pas qu'on puisse prendre le lead d'une entreprise si on arrive directement à la tête sans discuter avec les gens qui forment l'entreprise au quotidien. Et ça, c'est dans mon ADN, dans mes valeurs et qui que ce soit qui prendra la suite de mon entreprise après devra avoir ces valeurs-là, évidemment, voilà, dans les gènes. J'ai souvent eu différents groupes qui m'ont abordé pour essayer de racheter mon entreprise. Nous ne sommes pas à vendre. On est une entreprise familiale, on restera une entreprise familiale dans les générations d'après encore. On a parfois eu des personnes qui étaient extérieures à la famille qui ont dirigé l'entreprise, mais on est toujours revenu. Le capital est dans la famille. Donc, et la famille, il n'y a pas 50 000 personnes puisqu'on est deux. Donc, c'est vite fait, le tour est vite fait. J'ai un petit frère et puis moi-même, point barre. Donc, ça va très, très vite. Les décisions chez nous se passent très rapidement. On a la chance d'avoir des outils informatiques très performants et très développés avec lesquels les collaborateurs ont mon 06 et peuvent me contacter quand ils veulent. Quelle que soit leur position, et je leur réponds toujours. Donc ça, les discussions montent très vite, les décisions sont très, très rapidement prises. Ils savent que je travaille tous les jours, pas 24 heures sur 24 parce que je ne suis pas une machine, je suis un humain. On a tous le droit à la déconnexion et ça, je leur dis souvent à mes collaborateurs. Hein. Les messages que vous recevez après les heures de travail, vous les regardez pendant les heures de travail. Il faut savoir se déconnecter, il faut savoir profiter de sa famille, il faut savoir vivre avec sa famille. Quand vous avez des problèmes dans vos familles, il faut nous le dire parce que c'est ensemble qu'on avance. Donc très souvent, on a eu des collaborateurs dont les enfants ont été coincés dans certains pays, ont eu des difficultés de santé. Et là, on est là pour les aider, tous. C'est la force d'une entreprise familiale, la famille en priorité. On a beaucoup de métiers aussi où c'est les enfants qui reprennent le travail de leur père en priorité. Et ça, c'est génial. Je pense à nos mineurs dans notre usine de la Pérelle, le Pron, où je crois qu'on a plus de 80% d'enfants qui ont repris le travail de leurs parents. Donc, c'est vraiment génial parce que c'est un savoir qui se transmet de père en fils ou de père en fille, puisque maintenant, on a des femmes aussi qui arrivent. Enfin. Moi, je me bats pour la cause des femmes dans mon entreprise avec des campagnes très régulièrement d'affichage des femmes chez nous dans leurs conditions de travail dans tous les pays
familles dans lesquelles on est parce qu'elles ne sont pas souvent mises à l'écran ou montrées. Et je peux vous dire que ça les aide, que ça les fait avancer, que ça leur donne des postes de responsabilité. J'étais en Turquie donc il y a 3 semaines et on a une nouvelle directrice sécurité qui est une femme. Et ça, je suis très fière et je l'applaudis. Et ce n'est pas la campagne qui a fait, c'est ses compétences qui ont permis de la faire monter. Ce qui est important, c'est le dialogue social. On a la chance chez Vika d'avoir un très, très beau dialogue social. Et grâce à nos équipes RH qui discutent sans arrêt avec tous les collaborateurs, qui font remonter et redescendre les initiatives, on ne se cache rien, on se dit la vérité, ça c'est très important. Si on ne se dit pas la vérité, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Je me rappelle d'une jeune femme il y a quelques années qu'on avait embauchée qui était enceinte lors de l'entretien d'embauche et à un moment donné, on lui a dit, mais vous attendez un heureux événement. Elle a eu l'air, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Elle nous a dit, bah oui. Et là, on lui a dit, mais c'est génial, la famille va avancer, c'est génial de fonder une famille et c'est super. Écoutez, c'est pas pour ça qu'on vous embauche, mais c'est une raison de plus qui fait qu'on a envie de vous avoir chez nous, parce qu'on a besoin d'avoir des familles. Et quand on fait des événements avec la fondation, on sollicite les familles. On fait un Noël avec les familles chez Vika. On ne peut pas avancer sans la famille. La famille, c'est ce qui nous fait vivre. Et moi, mon entreprise, je la gère comme une famille au quotidien. Et chaque élément de ma famille est important. Voilà. Merci Sophie. On terminera là-dessus parce que c'est trop beau. C'est trop chouette. Merci beaucoup pour votre authenticité qui ressort et on sent que vous parlez avec le cœur. Donc, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, écoutés, interréagis, c'est super. Et puis, je vous dis rendez-vous à très, très bientôt, le 27 octobre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée. Et puis merci de nous avoir donné toute cette énergie, en fait, Sophie, cette générosité. Merci Muriel pour ce beau chat, parce qu'il y a vraiment des belles personnes et ça fait plaisir de commencer sa journée dans la joie et d'être dans ces leaders éclairés. Et merci de cette belle opportunité. Et puis, tous ensemble, on va y arriver. Soyez positifs. Soyez positifs surtout. L'humain est au cœur de nos priorités. Merci Sophie. Muriel. Merci à tout le monde. Merci. Très, très belle journée à tout le monde. Vous aussi. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci. À bientôt.